Alors, en tout cas, à nouveau, merci pour votre invitation. Ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Marie-Alice Le Truit en particulier depuis plus de 20 ans. Je vais essayer de vous parler d'un sujet un petit peu différent qui est celui de l'accompagnement à la vie quotidienne des jeunes gens, jeunes femmes, jeunes hommes qui présentent un trouble psychique émergent. Évidemment, mon propos va tourner autour d'un modèle de démonstration qui est l'apparition des troubles chez des patients qu'on pourrait étiqueter comme atteints de schizophrénie. Ma collègue a précisé tout à l'heure, mais je le reprécise, on parle au pluriel des schizophrénies. C'est un spectre. Les gens ont admis l'idée que l'autisme, par exemple, ce soit un spectre. Admettez que la schizophrénie, c'est un spectre, et des spécialistes qui ont dénombré plus d'une dizaine ou une vingtaine de types de schizophrénie différentes, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une voie commune. Une voie commune et différentes causes peuvent aboutir au même résultat. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, madame, vous exposez votre vécu d'une forme de schizophrénie, que madame, vous parlez de la forme de schizophrénie de votre fille, et ainsi de suite. Donc, on pourrait dire qu'il y a autant de schizophrénie que de personnes, et ces facettes-là et ces petites différences compliquent les choses. Nous avons des médicaments qui essayent de s'accrocher aux récepteurs qui ne fonctionnent pas bien selon les personnes. Nous n'avons pas une spécialité médicale qui permette qu'on fasse une prise de sang et qu'on ajuste votre glycémie. On ne sait pas le faire. On ne sait pas faire non plus l'équivalent d'ajuster un traitement pour l'hypertension artérielle. Je fais une remarque quand même aussi par rapport à ce que vous avez dit sur le washout, c'est-à-dire le fait de faire une fenêtre thérapeutique. On ne peut pas faire de fenêtre thérapeutique à quelqu'un qui prend de l'insuline. D'accord ? On peut la faire, vous pouvez tenter le coup. On sait que les patients qui sont insulinodépendants oublient occasionnellement ou volontairement leur insuline sur une année. Ça représente une vingtaine de jours par an. C'est faisable quand c'est fractionné. D'accord ? Si vous ne le faites pas, vous vivrez le déclin malheureusement mortel de quelqu'un qui n'a plus d'oxygène ou quelqu'un qui n'a plus d'insuline, c'est-à-dire plus de sang, plus de sucre, pardon, dans l'organisme. Pour la schizophrénie, pour les schizophrénies, c'est un peu la même chose. Donc, on est face à une pathologie qui est extrêmement complexe, extrêmement complexe. Ce sont des modèles de complexité qui sont malheureusement intéressants pour les médecins, les biologistes, voire les mathématiciens qui essaient de faire, ou les informaticiens maintenant, qui essaient de faire des modèles computationnels pour essayer d'imiter les difficultés de la schizophrénie. D'accord ? En tout cas, nous, on n'a pas beaucoup de moyens, mais comme disait Juliette tout à l'heure, il y a plusieurs moyens qui sont importants. Un, c'est la prévention. Les schizophrénies n'apparaissent pas spontanément, elles se préparent malheureusement. Il peut y avoir des générations de patients qui ont des troubles psychiques, comme on peut avoir des troubles cardiovasculaires, hormonaux, etc. Et donc, on peut aujourd'hui commencer à avoir une approche préventive, voire même de génétique médicale, avant la conception. Vous êtes atteint d'une pathologie, est-ce que vous risquez de transmettre ou pas cette pathologie à vos descendants ? Ça, c'est une première chose. Donc, oui, on en a parlé, il y a des pourcentages de risques, jumeaux, pas jumeaux, cousins, cousines, etc. Ensuite, dans le développement, on a dit attention aux troubles neurodéveloppementaux, aux traumatismes qui ne sont pas que des traumatismes psycho-affectifs. On peut tomber de la table allongée, on peut avoir eu des manœuvres obstétricales, on peut avoir été atteint d'une maladie pendant l'enfance, par exemple. Et puis, quand les jeunes gens commencent à grandir et deviennent des jeunes adolescents, il y a bien sûr le fléau des drogues qui vont trouver chez ces jeunes gens des clients tout désignés puisqu'ils sont vulnérables et qui cherchent parfois à avoir une auto-solution, à s'automédiquer pour diminuer les tout premiers symptômes. Donc, ils vont prendre par exemple du cannabis qui ne fera que accélérer l'apparition d'une maladie qui était peut-être malheureusement inéluctable. Mais malgré tout, on peut avoir une approche qui est basée sur la prévention, donc c'est-à-dire vulnérabilité, stress, contrôler la vulnérabilité, l'anticiper et diminuer le stress. Alors en tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est une longue histoire,
J'ai mis en place avec mes collègues un service qui s'appelle Prepsy, qui est à Paris, qui n'est pas très loin d'ici, dans le 13e arrondissement, qui est un service d'accompagnement médico-social, ça, pour adultes handicapés. On essaye d'enlever le H systématiquement, puisque notre approche, c'est éviter l'apparition du handicap psychique. Pour ça, on a 50 places dans notre service qui reçoit des jeunes gens qui ont entre 16 et 25 ans, et on a une approche un peu particulière, qui est une approche de service, vous allez le voir tout à l'heure, et on va essayer d'offrir le maximum de services qui correspondent aux besoins exprimés ou non exprimés de ces jeunes gens. C'est l'approche, ce qu'on appelle case management. Alors d'abord, un petit clin d'œil, puisque nous aussi, c'est notre anniversaire. Ça fait déjà 10 ans que SAMSA Prepsy existe, ça fait 20 ans que Prepsy existe. Alors, le problème, c'est déjà le cadrage. Le problème, c'est qu'on est face à un constat très particulier, vous l'avez vécu vous-même, c'est que beaucoup de soins et de services ne répondent pas, beaucoup de services ne répondent pas aux besoins des usagers et de leurs familles, et qu'il faut une expertise tout à fait particulière pour mettre en place un processus de changement. Donc, il faut bien connaître les besoins exprimés et non exprimés de notre clientèle, de vous et de vos proches, pour les engager dans un processus d'autonomie, ou tout au moins pour les engager dans un processus où ils ne perdraient pas leur autonomie. Et puis, il faut diffuser, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, des informations pour que ça puisse permettre de créer une participation tous ensemble pour favoriser cette mise en place. On est dans un... Peut-être que vous allez y arriver. Bon, alors en tout cas, on constate qu'on est dans un système complexe qui est basé sur la vulnérabilité et la fragilité des personnes. Quand Juliette parlait de l'agressivité ou du risque de dangerosité, les patients atteints de schizophrénie ne sont pas dangereux. Ils sont au contraire beaucoup plus vulnérables, 15 fois à peu près plus vulnérables que la population en général. Il y a les problèmes d'accès aux soins et aux services. On a parlé des délais de rendez-vous, etc. Il y a le problème, monsieur, vous parliez de gratuité, de l'accroissement des inégalités sociales et territoriales en santé. On nous parle là depuis un moment des déserts médicaux. Nous sommes à Paris. Paris est un désert médical. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, il y a l'isolement social des usagers et des familles et aussi un isolement financier, puisque l'apparition de la maladie va paupériser, va rendre plus vulnérables financièrement les proches en particulier qui peuvent diminuer leur temps de travail pour s'occuper de leurs jeunes. En face, c'est-à-dire de notre côté, on est nous-mêmes confrontés à des questions d'organisation, à des questions de financement, dans un système qui est extrêmement fragmenté. On en parlait tout à l'heure. Il y a l'hôpital, il y a le secteur, il y a les cliniques privées, il y a les thérapeutes, il y a les psychothérapeutes, il y a les psychanalystes, il y a les rebouteux, il y a tout ce que vous voulez. La psychiatrie, comme vous êtes en recherche de solutions, la psychiatrie est un gâteau dont certains veulent profiter. Il y a des contraintes financières sur les structures, diminution des lits par exemple, mais ça c'est encore un autre débat. Et puis toutes ces structures ne sont pas coordonnées ou elles sont très mal coordonnées, ce qui fait que les informations ne vont pas circuler correctement. Alors on essaye d'innover, de trouver des solutions, de répondre à des besoins non couverts en écoutant vos besoins et ceux de vos proches malades. C'est pour ça qu'il faut mettre en place une logique de preuve, c'est-à-dire on a parlé des médicaments. Il faut utiliser les médicaments à bon escient en se référant aux recommandations internationales, aux recommandations françaises diffusées par la Haute Autorité de Santé. Nous avons des algorithmes au même titre que votre généraliste a un algorithme de traitement pour les antibiotiques ou qu'il y a des algorithmes de traitement pour les cancers, par exemple, pour la psychiatrie, c'est la même chose. Nous ne sommes pas le parent pauvre de la médecine tout court. Donc pour ça, il faut améliorer les performances des dispositifs auxquels vous avez accès. Il faut que les hôpitaux, les CMP et les autres dispositifs montent en compétences et soient accrédités pour simplifier. Donc il faut une approche qui soit systémique au sens de l'organisation, qui soit structurante, centrée sur l'humain et qui va produire à la fois de la qualité de soins et de services, mais aussi des connaissances parce que les informations remontent du terrain. J'ai noté pendant les questions que vous avez posées, j'ai noté vos questions parce qu'on doit être en mesure de pouvoir y répondre.
Et puis, il y a une chose extrêmement importante aussi dans ce qu'on appelle le design social, c'est-à-dire que c'est vous, les patients atteints de schizophrénie ou de maladies apparentées et les parents qui sont les experts. C'est-à-dire, nous, on a appris la médecine, bon, on a la chance de ne pas avoir cette maladie, mais on en a peut-être une autre, mais vous êtes les experts de la maladie mentale en général, et on a besoin de travailler avec vous parce que vous avez ce qu'on appelle le UX, c'est-à-dire vous avez l'expérience utilisateur. Au même titre qu'on peut avoir l'expérience utilisateur d'une voiture ou d'une machine à laver, tant pis. Et on a besoin de savoir si vous en servez correctement de cette machine à laver et on va l'améliorer pour que vous puissiez l'acheter. Ben, nous, on a besoin de savoir comment vous utilisez les services pour mieux y répondre. Alors, c'est pour ça qu'on doit avoir une approche qui permette d'intervenir à tous les niveaux. Je pense que vous ne voyez pas bien à cause des effets de la lumière, mais en tout cas, la priorité, c'est faire le diagnostic le plus précoce possible, parfois même de manière prospective. Quand j'ai dit qu'il peut y avoir des familles à risque dans n'importe quelle pathologie. Donc, il faut réduire la durée de psychose non traitée déjà, c'est-à-dire si les symptômes apparaissent, il ne faut pas tarder, puisque avec les approches, comme disait Juliette, qui sont neuro-inflammatoires, par exemple, il ne faut pas laisser traîner. Si vous avez une maladie inflammatoire autre, maladie de Crohn ou une maladie articulaire, évidemment, vous allez vous précipiter pour aller voir un rhumatologue et prendre des médicaments. C'est la même chose, il ne faut pas laisser traîner. C'est une urgence cérébrale, l'apparition des troubles psychotiques, au même titre que l'accident vasculaire cérébral, est une urgence cérébrale. On ne laisse pas souffrir le cerveau. D'accord? Si on le laisse souffrir, il s'abîme. Et s'il s'abîme, il y a le déclin cognitif. Et s'il y a le déclin cognitif, on ne peut plus vraiment travailler ou vivre dans la société. Ça devient extrêmement difficile. Ensuite, il faut faciliter l'accès aux soins et aux services, raccourcir les délais. Il faut que nous-mêmes, nous soyons en capacité de vous donner des rendez-vous rapidement et de manière répétée. Pardon, mais il faut éviter les hospitalisations. En tout cas, des fois, elles sont indispensables. Et une fois qu'on est sorti du système, on va travailler tous ensemble pour éviter que ça se reproduise. Il faut essayer aussi de limiter les perdus de vue, parce que vous pouvez échapper au système. Si vous passez sous le radar, votre maladie, elle continue, elle va s'aggraver. Et on doit vous aider à prendre votre traitement. On doit vous aider à vous rétablir, et ainsi de suite, avec un système de contrôle qualité qui nous permet de vous accompagner. Si vous loupez un rendez-vous, on devrait être en mesure de vous retéléphoner pour dire pourquoi vous n'êtes pas venu, comment ça se fait, etc. Alors, le problème, c'est que c'est un parcours qui est extrêmement compliqué. Alors, vous ne voyez pas, mais j'ai pris le jeu de loi parce que le problème du jeu de loi, c'est que ça définit le parcours du patient. On doit avancer parfois de manière hasardeuse, c'est-à-dire vous jouez au dé, vous ne savez pas si vous allez avancer de 3 cases, 6 cases, ou si vous allez reculer, ou si vous allez rester bloqué dans la case prison. Alors, peut-être la case prison, c'est... alors, le puits, voilà. Et puis... non, mais c'est une image... vous pouvez rester bloqué chez... Enfin, le patient peut rester bloqué chez lui, il faut décoincer la situation. Et puis, vous ne savez pas nécessairement comment vous repérer dans l'environnement, parce qu'il y a un foisonnement, je l'ai dit, d'offres de services. Vous ne savez pas si on va chez le neurologue, chez le psychologue, chez le psychanalyste, chez le psychiatre, chez le neuropsychologue, et ainsi de suite. Est-ce qu'on va vers le sanitaire directement, qui lui, par exemple l'hôpital, n'est pas très équipé au niveau social, d'accord? Mais si vous allez que à la NPE, vous ne serez pas très équipé au niveau médical, et ainsi de suite. Donc il faut trouver des approches plus globales. Alors, il y a des approches médico-sociales, il y a des hôpitaux de jour, il y a des systèmes comme ça qui peuvent être plus holistiques dans la prise en charge. L'autre particularité, c'est que du fait du millefeuille et de tous les métiers qui interviennent autour de ces patients, la plupart de ces métiers ne parlent pas le même langage. D'accord ? Donc, il faut que vous, en tant que client ou utilisateur, vous sachiez comment parler à un docteur, comment généraliste, comment parler à un psychiatre, comment parler à un psychanalyste, comment parler à une assistante sociale, comment parler à un diététicien, et ainsi de suite, à condition qu'en plus, ils se parlent eux-mêmes, et on peut avoir des effets de langage, parce qu'on peut utiliser, nous, un terme, et vous, un autre terme, et vous croyez qu'on dit la même chose, alors que ce n'est pas du tout comme ça. Et donc, on doit mettre en place des interfaces. Alors, ça peut être à la fac de médecine ou de pharmacie, on peut partager le même langage,
mais peut-être que nos collègues qui font des études de sociologie pour devenir une assistante sociale, eh ben, elles doivent avoir, on peut leur demander combien d'heures de psychiatrie est-ce que vous avez eu. Ben, si c'est que 5 heures sur 3 ans, c'est pas beaucoup. Donc on peut se poser la question de savoir comment une assistante sociale, peut-être je me trompe, hein, mais peut avoir un dialogue constructif et réciproquement. Nous, on est des spécialistes, on est formés, on a un jargon, on a un vocabulaire, et donc on essaye aussi de s'adapter avec la psychoéducation, par exemple, pour vous faire passer des informations qui vous permettent de ne pas seulement croire ce que vous lisez, parce qu'on a eu cet échange tout à l'heure, c'est pas parce que c'est marqué dans le Vidal et que vous lisez tel pourcent ou telle histoire que c'est tout à fait vrai. Il faut aussi faire référence à des connaissances. Alors, c'est pour ça qu'il faut utiliser des standards de bonne pratique. On a la chance d'avoir des spécialistes qui travaillent sur ces standards de bonne pratique. En ce qui concerne la schizophrénie, les plus forts, jusqu'à preuve du contraire, c'est les Australiens et les Néo-Zélandais. Si vous avez le temps, enfin, vous pouvez lire la dernière recommandation, la Guidelines, qui est parue par la Royal Society of Psychiatry de Nouvelle-Zélande et d'Australie. C'est en anglais, mais c'est très facile à lire. Et puis, vous ne voyez pas parce que c'est coupé. Les Américains ont fait une recommandation qui s'appelle Race One, qui est ici. Les Suisses ont fait type, Juliette l'a montré tout à l'heure. Les Anglais du NIH ont fait quelque chose de très bien. Et en toute humilité, il y a le manuel de case management en psychiatrie qui est pas mal aussi. Case management. En fait, management n'est pas un mot anglais, c'est un mot français qui a été utilisé par les Anglais, qui nous est revenu, ça c'est un problème d'étymologie. Mais il se trouve que les spécialistes de l'organisation et des bonnes pratiques, par exemple la Haute Autorité de Santé, la HAS, en France, n'a toujours pas édité de recommandations sur la schizophrénie. Bon, on a une chance par contre, qui concerne la prévention, c'est que dans l'Agence pour les maladies rares, le professeur David Cohen vient de sortir la recommandation sur l'intervention précoce pour les troubles psychotiques chez les enfants. Et ça, c'est majeur et c'est pas connu, qui permet de mettre en place toute la procédure d'évaluation, parce qu'une grande partie des troubles psychotiques chez les enfants sont curables, j'insiste, et proviennent de maladies neurologiques ou métaboliques. Okay. Et malheureusement, si vous laissez traîner, après, ça se transforme dans les schizophrénies que nous connaissons, nous, dans le monde des adultes. Alors, la question, c'est d'obtenir des résultats probants, des preuves de la situation qu'on met en place. Et il y a des indicateurs qui nous intéressent. D'abord, il faut chercher la stabilité émotionnelle, il faut préserver les performances cognitives du patient, obtenir la stabilité des symptômes, obtenir une stabilité sociale et psychosociale. Et puis, on a ce qu'on appelle un indicateur composite à gauche, c'est la qualité de vie. La qualité de vie, elle regroupe tous ces indicateurs-là. Si on n'est plutôt pas trop mal dans sa vie, ça veut dire qu'on a trouvé un équilibre, au même titre que si vous avez une autre maladie cardiaque ou métabolique ou je ne sais pas quoi, vous pouvez être malade et vivre pas trop mal. Et on a des patients qui sont atteints de schizophrénie, qui travaillent et qui sont pas trop mal aussi. Alors, le problème, c'est graduer les niveaux de réponse. Et pour graduer les niveaux de réponse, il faut s'appuyer sur 4 piliers tout le temps. C'est les spécialistes dans les équipes, c'est ce qu'on appelle l'intégration des services. C'est coordonner les actions avec les partenaires, c'est la coordination. C'est le case management, c'est la capacité de traiter des dossiers complexes. Et puis, c'est l'empowerment du patient, c'est-à-dire faciliter l'autodétermination, aider le patient à s'exprimer, à prendre des décisions avec vous. Et on pourrait parler d'empowerment des familles aussi, avec tout ce qui concerne l'éducation, l'accompagnement des familles pour gérer la maladie de leurs proches. OK. Pour ça, nous avons essayé d'appliquer tout ce que je viens de vous dire dans un service, c'est le service de Prepsy. Donc, c'est un service d'accompagnement médico-social qui est basé sur le case management de cas complexes. La réponse est personnalisée, d'intensité variable, pluridisciplinaire et collaborative. Et donc, on essaye d'avoir une équipe pluridisciplinaire que je vais vous montrer tout à l'heure.
Alors, les case managers, c'est une situation un peu particulière. Donc, on peut être infirmier, on peut être aide-soignant, on peut être éducateur spécialisé et tout le monde est sur le terrain en même temps et tout le monde est case manager, c'est-à-dire ce ne sont pas des référents individuels. C'est toute l'équipe qui va s'occuper de votre parent, patient ou de vous-même. Et donc, on va essayer d'être des agents de réhabilitation, des conseillers, des porte-paroles, des alliés de confiance. L'objectif n'étant pas de faire à votre place, mais de faire avec vous. D'accord? Et l'objectif aussi, c'est de faire avec vous dans votre milieu naturel, de manière écologique, c'est-à-dire dans votre domicile ou autour de vous, dans votre vie, et en essayant d'éviter les réhospitalisations. Pour ça, on a mis en place un programme qui s'appelle Focus, qui est un programme qui est basé sur d'abord l'évaluation des symptômes et des besoins, la définition d'objectifs atteignables, la planification des soins et des services, l'implication des autres parties prenantes, par exemple les services d'hospice avec lesquels on travaille, la coordination des partenaires, et puis essayer d'améliorer la prise en charge globale, améliorer la satisfaction des usagers. Et puis pour nous, on a aussi des questions d'optimisation des coûts parce que les choses coûtent cher et ça coûte extrêmement cher de prendre en charge un patient. Mais c'est comme ça. Alors voilà une petite image, mais qui est un peu tronquée, de l'équipe multiprofessionnelle. Certains ont bougé, mais ça ne change pas grand-chose. Je vais commencer par en haut. Si on voit, ouais, hop, ici. Et je vais faire le tour comme ça. Donc le jeune homme là, frisé avec des lunettes, c'est un ergonome spécialisé dans la santé mentale et il évalue les besoins et l'adaptation de l'environnement du jeune ou de la jeune avec sa maladie et ça va nous donner des informations. Vous connaissez comme moi l'état parfois un peu particulier des chambres ou des appartements de nos jeunes. À sa gauche, à sa droite, pardon, Patrick Stern qui est un ovni, on va dire, c'est un père aidant numérique. C'est le père aidant de Prepsy. Il gère les réseaux sociaux de Prepsy. Et puis, il m'a dit que récemment, on avait dépassé les 1000 abonnés. Donc, voilà. On n'est pas on n'a pas autant d'abonnés qu'un chanteur de rap, mais bon, c'est comme ça. Le garçon et la fille, là à côté, sont des aides-soignants qui vont nous accompagner, qui vont accompagner les jeunes. La particularité, c'est qu'on a une aide-soignant qui est formée à la dicto, donc il connaît, pour des raisons personnelles aussi, la dicto et ça facilite l'accès ou le contact avec des jeunes qui peuvent avoir une comorbidité, c'est-à-dire à la fois des troubles schizophréniques et une consommation de toxiques. La jeune femme frisée en dessous, c'est la responsable habitat et qualité de vie. Elle va au domicile des jeunes gens et elle évalue la situation qu'elle va répercuter sur l'équipe. Par exemple, la dignité, la propreté, l'hygiène, etc. Et elle est assistée d'une autre aide-soignante. Et puis, on parlait du syndrome métabolique. On a Loïc, qui est diététicien nutritionniste, qui travaille avec nous et qui travaille sur la prévention du syndrome métabolique. Tout le monde ne grossit pas, d'accord? Et avec les conseils qu'il peut donner, qui sont aussi des conseils diététiques, mais aussi des conseils économiques et aussi des conseils neuropsychologiques, puisque faire un repas nécessite d'avoir une capacité cognitive suffisante et on peut réentraîner une forme de remédiation cognitive qui passe par la diététique. On peut réentraîner les patients à retrouver des capacités cognitives par rapport à ça. Ici, on a deux personnes qui sont des éducateurs sportifs APA, activité physique adaptée, qui nous aident beaucoup pour lutter contre la sédentarité de ces jeunes. Puis peut-être vous me reconnaissez tout en bas. Et j'ai deux collègues aussi qui sont psychiatres et médecins généralistes, coordonnateurs, qui travaillent avec moi. La psychiatre qui travaille avec moi est comme moi, pédopsychiatre aussi. Et puis le jeune homme là bien coiffé, c'est Maxime. Maxime est chargé d'insertion professionnelle. Un des objectifs, c'est la remise rapide aux études ou à l'emploi de nos jeunes. On a un très très bon taux de retour rapide aidé au travail ou à la fac, par exemple. Ensuite, on a psychologue et neuropsychologue, et puis l'équipe sociale avec une conseillère en économie sociale et familiale, une éducatrice spécialisée, les deux dames, là, écharpe rouge, et puis la dame blonde, là, l'assistante de coordination et la cadre de coordination. La dame brune avec les cheveux longs, c'est une psychologue, et puis au-dessus, c'est la direction
moi-même et mes assistants. Voilà. Et tout le monde n'est pas là. Et puis, on a nos petites mascottes, là, les poissons rouges et le chien. Il travaille avec nous tous les jours. C'est Guapa. C'est un petit braque français femelle. Voilà. Donc, tout le monde n'est pas là, mais en tout cas, on a essayé d'avoir autant de métiers que de besoins des usagers. Il en manque encore, par exemple, sur les études, il nous manque cette profession, mais on ne désespère pas. Et puis, ça fait un moment qu'on essaie de recruter un pharmacien, parce que les questions de médicaments et de stabilité des médicaments s'imposent, puisqu'on est en relation avec nos collègues qui prescrivent la plupart du temps correctement, mais des fois pas correctement, et ça pose des questions. Vous parliez du réseau PIC. Évidemment, on a une relation très particulière avec le réseau PIC, puisque le réseau PIC travaille avec Prepsi main dans la main. Il y a des publications de Prepsi dans le réseau PIC et ainsi. Le réseau PIC, c'est un réseau de pharmaciens hospitaliers qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, le programme Prepsi Focus, c'est un programme, si vous allez sur Internet, vous verrez, hein, un programme pour vivre au-delà des symptômes. Alors, vous ne voyez pas, mais il y a une étape qui est l'étape numéro 1, qui est l'étape pour comprendre. Et on vous dit, notre équipe vous accueillera et vous expliquera notre démarche. Elle est à votre disposition et à celle de vos proches pour répondre à toutes vos questions. Donc ça, c'est quand vous êtes en contact avec nous, c'est le premier accueil. On va essayer de faire la liste des besoins du jeune et on va essayer d'y répondre. Pour y répondre, on va vous accompagner, c'est l'étape numéro 2. Et alors, on va vous aider à construire votre feuille de route. Ça peut s'appeler programme d'accompagnement personnalisé, par exemple. Et l'objectif étant de vous aider, vous accompagner de manière intensive pour retrouver rapidement une vie plus autonome et épanouissante possible. Ça, cette période-là, elle dure plus de 6 mois dans l'accompagnement. Puis après, il va y avoir la stabilisation. Et la stabilisation, c'est qu'avec les case managers, on va construire avec vous votre programme, renforcer et stabiliser le réseau de spécialistes qui est autour de vous et qui vont intervenir au quotidien. L'objectif pour nous, si quelqu'un rentre dans le réseau, dans notre système Focus, c'est qu'on prévoit la sortie dès l'entrée. Et pour ça, il va falloir construire autour du jeune ou de la jeune le filet de sécurité dans lequel on va pouvoir l'accompagner vers la sortie. Et puis, il faut avancer. Et on dit que la réalisation des projets de vie personnelle et professionnelle sont très importants pour nous. Ils font très partie intégrante de la reprise de votre autonomie. C'est pourquoi, avec le soutien de notre équipe, vous pourrez, nous y croyons, reprendre une vie sociale qui vous permettra de retrouver rapidement un emploi stable, on espère, et de rechercher un logement, par exemple, qui serait l'apanage, comme ça, de la stabilité. Alors, si vous passez dans le 13e, rue de la Fontaine-à-Mulard, vous voyez la façade de notre service, qui est un open space assez vaste. Et, voilà. Et puis, ça c'est juste pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, on a la chance d'avoir aussi un autre établissement qui est sur le trottoir d'en face, qui est ce qu'on appelle le lab, qui nous permet d'évaluer de manière écologique les capacités des jeunes gens. Donc, on peut tester leur capacité à utiliser tous les outils d'un appartement. Cet outil, il permet aussi d'avoir un appartement d'entraînement pour voir comment le jeune ou la jeune peut se servir d'un futur studio. Okay. Donc, tout est possible et on peut mesurer sa capacité à faire son lit ou à s'inscrire sur Pôle emploi sur l'ordinateur ou à inviter un ami après avoir cuisiné, je sais pas, des lasagnes et fait du café. C'est ce que nous faisons au quotidien ici. Et puis, on a aussi un studio indépendant, comme dans la vraie vie, où un jeune ou une jeune peut passer une matinée, une après-midi ou plusieurs jours avant de préparer le passage dans un appartement de droit commun. Et là, donc, vous voyez qu'on peut tester grandeur nature et évaluer les compétences, on va dire, cognitives, le niveau d'anxiété et puis les interactions. Je n'ai pas parlé des familles, mais nous travaillons bien sûr avec des familles, avec toutes les familles. Les jeunes gens qui rentrent à Prepsi rentrent automatiquement avec un rendez-vous avec leur famille. On ne reçoit pas les gens isolément. Voilà, je suis allé très très vite pour essayer de maintenir le timing et je vais répondre à toutes vos questions. Merci. Voilà. Est-ce qu'il en existe d'autres en France? Et sinon, pourquoi?
L'argent. Non, pas que l'argent. Alors, il n'en existe pas d'autres. En France, on est les seuls toujours, pour plusieurs raisons. Il n'en existe pas d'autres, mais il y a beaucoup de structures ou de services qui ont été formés par nous et d'autres collègues sur le case management en particulier, dans les services hospitaliers. Ça, il y en a beaucoup maintenant et qui connaissent ces méthodes de prise en charge. Ensuite, pourquoi il n'y a pas d'autres services médico-sociaux qui ressemblent à Prepsy? Parce que la grande majorité des services médico-sociaux sont historiques, on va dire, reçoivent des patients chroniques, et n'ont pas beaucoup de place, ou pas du tout de place pour des jeunes gens. Les choses ont changé et les agences régionales de santé maintenant imposent, en tout cas dans différentes régions, avec l'ouverture de services médico-sociaux, impose un nombre de places pour des jeunes. D'accord? Donc, en fait, on fait en marche arrière. Donc, mais on peut imaginer que d'ici quelques années, eh bien, avec l'amélioration des prises en charge, les patients chroniques peut-être bénéficieront de la remédiation cognitive et pourront sortir du système hospitalier chronique. Et puis, ça laissera de la place pour des jeunes et faire de la prévention. Ce n'est pas une question d'argent. Je vous laisse distribuer les demandes. Soyez prêts. Pourquoi vous me visez particulièrement? Vas-y. J'ai des problèmes, je suis obligée de rester debout. Ça fait partie des mentions qui ont été dites tout à l'heure. Non, c'est une blague. En fait, j'ai 3 questions très brèves. Il y en a une spécifique qui vous concerne, il y en a 2, et puis il y en a une autre pour le docteur Guénon, parce que je n'ai pas eu le temps de lui poser. Mon fils doit partir en feuille post-cure, il a rempli son dossier, tout est complet. La seule chose, il lui manque le projet d'activité initié. Il refuse d'aller dans les structures classiques qui sont sectorisées, il va à l'hôpital de jour, point barre. S'il n'y a pas, eh ben, tant pis pour lui, il reste sans accompagnement avec papa et maman. Donc effectivement, votre structure, elle est super. Mon fils, il a 24 ans, il n'est pas du tout dans le début de la maladie, donc ça ne correspond pas. On confirme. On D'accord, confirme, je ouais. voyais Non, je vous confirme, on ne le prendra pas. Oui. Non, mais j'ai bien compris. Par contre, est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Donc, ça, c'est la première question. En ce qui concerne la remédiation cognitive, vous en avez parlé brièvement. Où peut-on en faire? Parce que là, excusez-moi, mais dans les hôpitaux psychiatriques, excusez-moi, mais il y a très très peu de moyens. Donc en fait, mon fils a passé presque 1 an et demi, malheureusement, à l'hôpital. Il en est ressorti encore pire qu'au début. Et il a végété complètement dans cet hôpital. Malheureusement, il est sectorisé dans cet hôpital. On essaie de le sortir le plus vite, avec des moyens comme on peut, en fait. C'est la débrouillardise. Voilà. C'est comme vous savez, les gens qui ont des secteurs pour aller dans certaines écoles et puis ils vont aller prendre un appartement, à louer un appartement à côté de la bonne école publique. Vous voyez, c'est un peu le même style. Je donnerai plus de détails. Et pour le docteur Guénon, elle a parlé brièvement tout à l'heure. Écoutez, le patient peut aller dans un CMP, mais bon, effectivement, il y a certains patients qui ne veulent pas retourner dans leur CMP. Il s'avère que c'est le cas. Et dans ces cas-là, ils peuvent aller ailleurs. Alors, je vais commencer comme ça. Peut-être je vais t'éviter de répondre parce que votre 3e question, elle a à voir avec la question précédente. OK. Alors, pour l'histoire de la situation, on va dire de refus de soins pour simplifier, c'est-à-dire, vous m'entendez au fond là quand même, hein? Mais oui, je sais. Oui. Alors, je peux faire comme ça, mais je pense que c'est mieux aussi que je vous parle naturellement. Pour le refus de soins ou ce qui est apparenté, on peut construire, si on arrive à bien déterminer le programme d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire de quoi a besoin le client, le patient, on peut, avec les ressources du territoire, trouver une orthophoniste, une neuropsychologue privée, un psychiatre libéral et une infirmière qui vient, etc. Et il y a des expériences, pour répondre un peu à votre question, madame, sur d'autres pathologies où maintenant, grâce à nos systèmes comme ça, avec des applications, on peut créer des systèmes de coordination où des infirmiers libéraux et des psychologues vont s'abonner au service local et ils vont dire, moi je suis le nouveau généraliste, ça y est, je suis rentré dans la page Facebook de votre fils, par exemple. Enfin, qu'on a inventé pour la prise en charge de votre fils.
Okay. Qui s'en charge? Non, eh ben, il faut un coordonnateur. Le coordonnateur, naturellement, dans le système libéral, c'est le médecin généraliste. C'est le pivot de prise en charge. Sinon, à l'hôpital, c'est le médecin qui est responsable du CMP, qui est le coordinateur. Ça, c'est la première réponse. OK. Maintenant, et donc ça répond aussi à la question que vous posiez à Juliette. Donc, on peut construire. Alors, ça veut dire que je vais voir un médecin généraliste. Bah, il faut que vous ayez un généraliste en qui vous avez confiance, qui a juste un peu le temps. Il est médecin, enfin, sinon il prend des cours. Non, mais je suis d'accord, mais c'est. Ou alors il se réfère avec le psychiatre avec lequel il travaille habituellement, ou le psychiatre de votre fils, et il crée une coordination, une synergie de réponse. Après, pour la remédiation cognitive, on a la chance d'être à Paris, on a le service de Isabelle Amado, docteur Amado, qui est le fameux C3RP, et c'est la seule, enfin, c'est à Paris, la porte d'entrée, vous appelez le docteur Amado, vous lui posez la question, vous prenez rendez-vous avec elle, et elle saura vous orienter quasiment sur toute l'île, enfin, pas quasiment, sur toute l'île de France, si ça peut convenir aux besoins. Qui est le docteur Amado, excusez-moi? Le docteur Amado, c'est une psychiatre qui est responsable du C3RP, qui est le service de remédiation cognitive du service hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne. Désolé, je fais de la pub pour mon hôpital. Tu as raison. Voilà. D'accord. Et donc, vous l'appelez, vous voyez avec son équipe et ils vont évaluer la situation et vous donner des réponses. Voilà. Autre question? Sur le. Non, moi, j'ai une autre question. Oui, merci. Donc, la question porte sur le H du SAMSA. Ah. Comment est-ce que vous gérez ça avec des pathologies émergentes? Et d'autre part, est-ce qu'il vous faut une orientation MDPH? Comment on fait à ce moment-là avec ce H handicap, alors qu'on essaie d'éviter le handicap? Donc, il y a un vrai problème. Comment on gère ça? Merci pour votre question. Alors, effectivement, c'est un paradoxe, mais pour des questions administratives et pour répondre aussi un peu à la vôtre, comme il n'y a pas de structure qui soit en France, comment dire, construite administrativement pour faire de l'intervention précoce, le contexte administratif le plus accueillant, c'est les SAMSA ou les SAVS. Okay, bon, il se trouve que donc nous, on fait plutôt éviter le handicap, d'accord? Et il y a la question de la MDPH. Les patients rentrent chez nous sans notification MDPH. Il n'est pas question d'attendre 1 an et de laisser la maladie évoluer puisqu'on essaye d'être dans une action de prévention. Donc, les patients rentrent sans notif MDPH chez nous, tous, depuis 10 ans. Et ensuite, on essaye. La plupart du temps, on obtient d'eux, même s'ils ne sont pas très chauds pour ça, de remplir, et on leur explique pourquoi ils doivent remplir le dossier MDPH et on obtient, bien sûr, de la MDPH, l'autorisation en rétro de leur entrée dans le service. On insiste aussi auprès des patients pour leur dire que c'est une mesure transitoire, d'accord, et que au moment venu, ils pourront demander eux-mêmes, on pourra les accompagner, la levée, enfin la fermeture de leur dossier MDPH s'ils sortent du service et s'ils sont suffisamment autonomes. Ajouter, dans notre hôpital où on n'avait pas pris psy, on a choisi une autre option qui était de faire un hôpital de jour intersectoriel de jeunes où effectivement ils peuvent bénéficier de soins comme un peu le même type, on fait exactement la même chose, sauf que c'est hôpital de jour, donc ils n'ont pas besoin d'avoir l'allocation adulte handicapé. Mais on est du côté sanitaire, mais avec un accompagnement, bon, c'est un peu différent. En fait, ça c'est un effet de millefeuille qui est lié au fait qu'en France, parce que je parlais des Australiens et des Néo-Zélandais, par exemple, en France, il y a une différence entre le sanitaire et le médico-social. Cette différence, elle existe nulle part ailleurs. Okay, si vous êtes en Australie, il n'y a pas de différence. C'est la même loi de finances qui finance un seul pôle chaque année pour financer le soin. Okay, en France, il y a d'un côté la Sécu et de l'autre côté la CNSA avec 2 votes de loi qui mettent de l'argent sur le sanitaire et de l'argent sur le social. Okay, et ça complique les choses. Vous demandez l'allocation adulte handicapé en même temps ou pas? On peut. Oui, mais vous ne le faites pas de façon systématique. Non, on ne le fait pas systématiquement. Il y a des jeunes patients qui disent qu'ils n'en veulent pas, ils veulent un travail. Donc, mais c'est variable. Comme il n'y a que 50 places
quel est le taux de roulement finalement, la liste d'attente? OK. Alors, il y a 50 places, mais je vous ai dit rapidement qu'on faisait ce qu'on appelle un suivi d'intensité variable. On suit au quotidien 65 usagers, c'est-à-dire qu'on est sur des places partagées. Il y a des jeunes gens qui sont suivis de manière très intensive, en particulier au début, et ensuite de manière moins intensive. Donc, sur une place, on peut caler, entre guillemets, 1, 2 ou 3 patients, c'est-à-dire sur une semaine de soins. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a sur une semaine de soins, du matin au soir, on peut voir un nombre très important de patients. On les voit physiquement, on les entend téléphoniquement, on est en lien avec eux par les chats et des SMS par exemple. Et donc c'est ça qui nous permet de ne pas avoir de liste d'attente. En tout cas, si vous appelez lundi, vous aurez probablement un rendez-vous soit dans la semaine, soit dans la semaine suivante et vous serez intégré rapidement dans le service. Juste une dernière question. C'est sectorisé? Est-ce que un jeune de province? Non, il faut être à Paris parce que là encore, pour des raisons administratives, c'est financé d'un côté par l'Agence régionale de santé, mais de l'autre côté par le département. Et à Paris, c'est la ville-département. Donc, il faut être parisien, malheureusement, ou habiter dans les communes limitrophes du 13e, là, parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer très loin. Donc, si vous êtes à Montrouge, on va aller. Si vous êtes à Villejuif, on va aller, mais si vous êtes à Aulnay-sous-Bois, on n'ira pas. Dites, les jeunes qui sont entrés dans votre structure trouvent après du travail d'un milieu ordinaire ou d'un milieu protégé? Non, jamais, on ne va jamais dans les ESAT par principe, mais ils trouvent du travail dans le milieu ordinaire. Je voulais juste dire quelque chose que vous avez dit au début, donc ce n'est pas en rapport avec ça directement, c'est insister sur la nécessité de prévenir la psychose et puis l'aspect traumatique de l'accident psychotique, profondément traumatique. C'est une urgence neurologique quasiment. Absolument. Mais merci de revenir là-dessus. Ma collègue, qui est une spécialiste de ça, l'a dit très clairement, il faut absolument éviter. Alors, heureusement, on peut aller aux urgences en état de crise et être bien accueilli. Hein. Il y a des accueils d'urgence non traumatiques. D'accord? Mais malheureusement, il y a aussi des fois où vous sortez traumatisé. Mais pas que pour la psychiatrie. C'est pas que l'accueil, c'est la maladie elle-même qui est insupportable. C'est comme si on était touché par la foudre alors qu'on était à côté d'un arbre. Tout à fait d'accord, mais là aussi, les psychologues, les psychothérapeutes sont formés pour ça, peuvent vous accompagner et on peut prévenir les choses, on peut informer le patient pour lui dire vous avez telle maladie, ne soyez pas étonné que vous aurez tel effet secondaire et tel effet latéral de la maladie, on est d'accord. Hein, c'est valable pour l'infarctus, par exemple, qui fait très peur, ou d'autres maladies. Si on vous dit dans l'annonce de la maladie, monsieur, je vous annonce que vous avez un cancer du pancréas, c'est traumatique pour vous et vos proches. Si j'ai bien compris votre démarche, c'est au début alors. Parce qu'après, il n'y a plus de problème. Si. Non, mais si vous êtes. Vous commencez, c'est bon. Vous allez chez. Voilà. On vient vous voir. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin. Parce qu'on a des problèmes d'emploi, des problèmes. Oui, bien sûr. Votre question, elle est très, très judicieuse. Parce que c'est le reproche qu'on peut faire à notre service. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la collaboration avec les autres partenaires. Et pendant la période pendant laquelle le patient est dans notre service, justement, on va préparer l'aval, c'est-à-dire que le patient peut sortir du SAMSA pour aller dans un SAVS qui est formé pour recevoir ce type de patient, ou avec des psychiatres, par exemple, avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui sont capables de prendre en charge ces patients. Il y a une question. Vous avez montré une balance là, tout à l'heure sur vos diapositives, toi aussi tu en as parlé. C'est une question de balance, c'est-à-dire on doit à la fois orienter la psychiatrie vers la prévention en général, pour toutes les maladies, hein, que ce soit le cancer, la psychiatrie, la cardio, etc. Et on doit aussi faire de l'accompagnement. D'accord? Ça a été démontré, ça ne marche pas trop en France, que la prévention rapporte plus que les traitements. Une fois que la maladie est installée, quelle que soit la maladie.
Juste apporter une petite précision sur la réhabilitation psychosociale à Paris. Vous avez parlé tout à l'heure de remédiation cognitive. Donc, il y a deux plateformes à Paris. La plateforme sud avec le docteur Amado, dont on vous a parlé, et une plateforme nord, hein, pour la rive droite, avec le docteur Jeanne Villain. Mais par ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le docteur Amado qui s'est occupé de la réhabilitation psychosociale sur toute l'île de France. Et c'est le service le plus ancien de remédiation cognitive à Paris. Voilà. D'accord, vous savez tout. Okay. Merci. Pas tout, mais... Pas tout, parce que il y a une réunion de la plateforme mardi. Certains sont au courant. Très bien. Nous y serons, en tout cas. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie tous. Ah, juste une petite précision. Excusez-moi de reprendre la parole, docteur Gozlan. Hein. Juste pour bien être sûr que j'ai compris votre message, qui est clair, hein, bien évidemment, mais bon, on ne sait jamais, donc pour éviter tout malentendu. Donc, vous m'avez bien dit que s'il y a un problème avec le CMP, le secteur, l'hôpital de jour, il ne veut pas y aller, donc il va directement voir le généraliste et c'est lui qui va tout coordonner. C'est bien ça? Il faut un coordonnateur, ça c'est sûr. D'accord, bon, bah, très bien, merci. Pardon? Ou un psychiatre privé. Oui, oui. Encore petit qu'on reçoit. Et les schizophrènes, nous en veulent pas. La MDPH a préconisé à mon fils donc la mise en place avec un SAVS parce que mon inquiétude c'est que je suis seule et ben, le jour où je ne serai plus là, qui va s'occuper de mon fils, puisque là, ben, c'est moi qui m'en occupe. Mais le SAVS a répondu qu'il n'y avait pas de place. Alors, que fait-on? Je souhaite avoir une santé encore quelques années, c'est ce que je veux, mais qu'est-ce que je fais après? Non, la question, c'est l'après. Il y a beaucoup de parents, et c'est tout à fait normal, qui vieillissent avec leurs proches malades, que ce soit pour des maladies mentales ou des maladies neurodégénératives. Le modèle, c'est la trisomie 21. Qu'est-ce qu'on fait quand nous, on vieillit, qu'on a des enfants qui sont atteints de trisomie, par exemple? La question, elle se pose aussi pour les parents de jeunes gens, enfin de gens qui sont devenus des adultes. Alors, deux choses. Mais tu vas compléter. Hein. Pour le SAVS, il y a d'autres SAVS. D'accord? Votre notif, elle n'est pas valable que pour un seul SAVS. Elle est valable pour tous les SAVS du département dans lequel vous vous trouvez. Évidemment, ça pose des questions de disponibilité, de place, de distance, etc. Après, ça se passe à plusieurs niveaux. Un, rester en forme. C'est extrêmement important qu'on aide les parents, parce que le nombre de parents qui sont atteints de troubles anxieux ou de troubles dépressifs, c'est très important et on doit en être conscient et on doit vous conseiller. Parce que si vous allez mieux, votre proche va un peu mieux aussi, ça c'est sûr. D'accord? Et donc, on vous encourage à aller vers des professionnels qui peuvent vous accueillir, que ce soit des psychiatres, des psychothérapeutes, etc., ou des psychologues, pourquoi pas. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a tout le volet financier, c'est-à-dire la protection des biens et de la personne, et mettre en place, il ne faut pas hésiter, la mesure de protection la plus adéquate, qu'il n'y ait pas de problème de dilapidation ou de problèmes de transmission. On a un avocat là dans l'auditoire. Et puis, ensuite, je pense que c'est à la communauté de vous aider. Est-ce que d'autres parents, des parrains de votre enfant, enfin, qui est devenu un adulte, j'imagine, d'accord? Et puis, je terminerai, moi, à ma manière, parce que j'ai parlé des Australiens, je parlerai juste des Canadiens qui ont un programme, le nôtre s'appelle Focus, qui a un programme qui s'appelle Hope. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a la question de l'espoir et qu'on doit essayer de garder espoir et de trouver des solutions. Vous serez étonné que dans certaines situations, j'allais dire, d'urgence, eh bien, tout d'un coup, votre proche va retrouver des capacités. Et ça a été démontré aussi. Vous avez remarqué. Oui, pour compléter, effectivement,
ça se discute avec le psychiatre et quelquefois, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des entretiens familiaux pour anticiper l'avenir. De se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et de pouvoir se projeter. Souvent, en fait, les parents ont du mal à pouvoir dire, mais voilà, parler clairement, mais qu'est-ce qui va se passer après, quand je serai plus là? Ça, c'est des choses dont il faut pouvoir parler et qu'à ce moment-là, aider la personne à se dire où est-ce qu'elle voudrait aller, comment elle voudrait aller et comment on peut faire pour anticiper les choses. C'est pas facile, mais il faut prendre le temps de le faire. Et puis sinon, effectivement, il y a toujours des bonnes surprises. Voilà, et puis dans l'urgence, après le secteur, il est toujours là, c'est justement ça, le secteur, c'est un peu comme on dit, c'est un peu comme la famille, hein, on est toujours un peu là et, et après on s'occupe, on essaie de voir pour s'occuper. Oui, on a une patiente comme ça, effectivement, elle vivait avec sa mère depuis très 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 longtemps, sa mère est décédée assez jeune en fait, hein, un peu brutalement. Bon, voilà, elle avait un ESAT, elle était insérée, mais dans l'urgence, on a trouvé une place dans un foyer de nuit parce qu'on voyait bien que le maintien à domicile n'était pas possible. On a tenté. Et puis je pense que c'était trop dur psychologiquement. Il y avait deux chocs, hein, parce que je pense qu'elle aurait peut-être été capable, mais quand même la perte de sa mère très brutalement. Voilà, donc elle était dans un foyer. Et puis maintenant, voilà, on adapte le projet à ses capacités. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les patients sont pleins de ressources. Et en fait, la famille, on a tendance parfois à couper. Mes parents sont décédés, j'ai pris la suite, mais n'étant pas au même lieu que mon frère, il est un peu plus autonome. Et finalement, ça se passe bien aussi. Donc, il faut préparer aussi cette autonomie et lui donner confiance à lui. Merci. Je pense nous sommes arrivés à terme de cette matinée de colloque et c'est le temps de déjeuner. Nous avons 1 heure devant nous. On a eu un petit changement de programme. On a un mandataire judiciaire qui ne peut pas venir, qui est malade. Donc, on a juste pris plus de questions. C'était par ailleurs très bien parce que vu le nombre et la qualité des échanges, cela nous a permis de bien pouvoir profiter des intervenants, de vrais sachants en schizophrénie. Donc, nous avons 60 minutes, c'est-à-dire que nous nous retrouvons il est déjà midi 50, donc 13h50. Voilà, il y a des restaurants un petit peu autour. Malheureusement, c'est en face, rapidement, c'est des fast-food. Il y a un McDo quasiment juste en face de l'hôtel, un KFC. Il y a une pizzeria sur le même trottoir. Voilà, mais on se retrouve donc d'ici 1 heure. Merci beaucoup à tous. Merci, chère madame. Ah ben, je vais lui poser des questions. Oh, ben, ça va. Et ça va y aller, parce que je sais. Mais je l'ai dit, madame. Non, mais parlez d'abord les c'est déjà plus.
Il y a d'autres personnes qui sont et ça va mieux, ça Parce qu'après la réponse, elle est finie. Donc, parce qu'on parle d'un évidemment, parce que justement, on avait élargi. C'est pour ça que c'est un général ne soit bénéfique, sinon c'est bénéfique que la force. Paris, le nombre de carrés ou Paris, on va dire 3000 par exemple. La moitié des psychiatres de Paris sont un peu psychiatres. Déjà, cela ça ne sert à rien, ils ne présentent pas de médicaments, ils ne connaissent pas la médecine. Déjà. Et ensuite, à l'intérieur, c'est vrai que les écrivez-moi et je vous donnerai des bons rendez-vous aux collègues. Alors, soit la question, c'est soit vous voulez-vous soit voulez-vous de l'aide, soit voulez-vous de l'aide, soit vous voulez de l'aide pour votre parent, sans violence, et c'est pas les mêmes. Et à ce moment-là, peut-être que vous avez déjà compris. Non, mais normalement, ils ne sont pas changés. Normalement, il faut en trouver un. Ah, on vous jette, on vous jette. Qu'il en a eu par le passé. Parce que le problème, c'est que on peut regarder le feeling et on peut aussi regarder l'objectif. Alors des fois, on est avec des fois, je suis pas très voilà, psychologue, hein. Psychologue, voilà. Non, mais voilà, mais c'est comme le chirurgien, effectivement, le dentiste, il vous dit je vais vous faire mal. Bon, non, je ne suis pas là. Je peux absolument pas. D'accord, je suis d'accord avec vous. Vous êtes évidemment. Vous n'étiez pas là. Non, mais c'est une manière aussi de valoriser votre travail. En fait, en travaillant, c'est bien. Moi, je suis ravie. Très, très intéressant. Dans les effets, vous avez un très bon service, qui est le service de vidéo. Sur le bassin et ça mieux, c'est tout. Non, je ne suis pas si jeune. Mais je pense que j'ai une approche effectivement qui était l'assistant de garde. Maintenant, prenez rendez-vous parce que oui, mais alors quelquefois, il faut vraiment regarder. Quelquefois, les médecins sont. À Versailles, dans il pas sérieux. Et le docteur Nadine Bazin, c'est une plateforme d'organisation politique. Mais effectivement, tu as un petit peu parlé, il n'y a pas de recommandation. Il devrait y avoir des recommandations. En dehors de l'hospice, mais on ne peut pas prendre. C'est évident qu'il faut quand même que le client ensuite. Ah oui, ils sont proches. De facto stabilisé, je vois tout ça. Je comprends tout ça. Mais là, vous avez un service universitaire.
On a des parts de 3 médecins, on a 2 bureaux avec Pas parler à leur place. Il est possible qu'ils aient même des liens. C'est les c'est les médecins, c'est les médecins et Vous allez vers eux, ils peuvent vous dire peut-être qu'on peut se prendre en bon, ça va, je vais ça. Pas parler à leur place. Mais faut voir que le secteur, c'est. Oui, je dis, on avait Berger est installé de solution. Effectivement, en libéral, il faut avoir des médecins qui aient l'habitude de s'occuper des patients qu'on est plus que d'accord. Oui, non, alors là, alors il y a aussi des fois qu'on va c'est non sectorisé. ça jeune consommateur, ça va. Alors soit il est en relation, je ne sais pas si à Mignot, il a ça va à l'intérieur, mais il y en a pas. À bientôt. Bientôt. Venir quoi? Tu vas venir après aussi. Comment ça, je vais venir? Ah, tu vas parler à mon équipe. Ah ben si tu veux, bah oui, il faut que je te présente les TAC. Eh ben, Il faut que tu sois fort, il faut qu'il y ait responsable. Les TAC, technique d'activation de la conscience. Ah non, mais ça, il faut que tu fasses. Je veux dire, moi, ça fait 2 ans que je fais une étude. J'y arrive pas, j'ai pas le temps. Voilà. Ah, mais il faut qu'on fasse un truc. Hein. Voilà. C'est bien. Ah bah, ça en plus. Ah bah, Ah bah, ça, ça, on sera invité. oui. C'est un peu complet. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais... Un pour cent. 5%. La metformine. 5%. Non, MT. C'est pas médical. Demandez aux pharmaciens si une petite oral. Tous les médecins ont le foie fabrique des choses, le cerveau fabrique d'autres choses, fabrique de la D'accord. C'est tout. Vous avez des problèmes de thyroïde, vous avez des problèmes de température. C'est même avant, peut-être. Ça dépend, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que il y a des formes avant la naissance, des formes après la naissance, des formes génétiques, des formes pas génétiques. Des fois, l'enfant, il reste l'accouchement de l'oxygène, ça le fait spontané. Des fois, l'enfant il est dans le ventre de sa mère, il y a une inscription, il y a un petit enseignement. Des fois, la mère est schizophrène et le père est schizophrène. Qui n'est pas déclaré. Voilà, ça n'est pas rendu. Ça peut être un facteur de vulnérabilité. En tout cas, laissez aller à milieu. Vous pouvez dire que c'est tout. Alors, merci parce que pour ça, j'ai envoyé des SMS à des gens. Et grâce à ça, vous avez découvert quelque chose. Ah, ça vous intéresse? Ah, mais c'est quand je fais ça, je vais commencer à faire du marketing. Parce que je peux rester sur plein de choses. Donc, merci. Je peux en dire que vous avez peut-être vous en suivez les gens. Moi, c'est plein de trucs. Quand tu m'expliques là. Mais c'est surtout des HM qui m'ont contacté. Et je vais parler, je parle à des HM, parce qu'en fait, elle est en train de travailler sur les partenariats. Je fais comme ça. Comme quoi? On lâche moi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis mariée aussi. Vous connaissez la blague? Pour Madame Torgeman, je suis mariée aussi. Vous connaissez la blague qui est Il y avait pas de différence. acheté là. J'ai rencontré la blague. Qui sont les meilleurs amis? Mais c'est une blague. On les sépare de. C'est comme ça.
Exactement. C'est tout ce que vous. Donc voilà. Rentrer dans le secret professionnel. Non, tout à fait. Je me permets parce que je peux pas avec la société, c'est ce qui n'est pas favorable. C'est pas pour moi, c'est que j'ai des copines et copains qui sont intéressés. Ça, qui cherchent en avant. C'est une mauvaise société. C'est libéral. Super. Merci. Merci, madame. Je voulais savoir si vous aviez ce genre de ça me fait dans les études. Au niveau de la vidéo, de ma passer à la et de super bien. Merci, docteur. Merci. À la prochaine. Merci. C'est tout. Merci. Tu as permis sur Oui, de toute façon, c'est les trucs. C'est ça, mais c'est ça le problème, c'est pas justement, il faut que le président de l'accompagnement c'est pas de visite ou un activité, c'est simplement accompagner les assistants. Il y a un accompagnement psychologique. Non, c'est comme ça. Par rapport à la bon régime en fait, peut-être qu'il est posé, c'est parce que j'ai dans le service. En particulier, elle a un élément dont peut-être que c'est un peu qui se ça en partie. On a deux dans les pays, je pense. C'est la pas peut-être que j'ai pas je dis pas que c'est je dis pas que plus voilà, moi, j'ai que je m'aime parce que il est bien même il est bien même c'est maintenant avec spécifique mais nous on sait on a été jeunes, j'ai retrouvé des mais en moment donné, surveillance, c'était totalement sur la même ensuite, c'est déclaré avant, et c'est là un truc tellement des ça, et pas faire présent dans son comme c'est dans un bon contexte, elle n'arrivait pas à travailler, elle avait des phases, elle avait des affirmations qui étaient etc. Mais comme elle ne peut pas avoir de médecin et qu'elle ne peut pas l'annoncer, c'est un peu compliqué. Donc en fait, à un moment donné, c'est une différence se séparer parce qu'il y a un peu de spécificité avec les institutions, ce qui est besoin de ça, parce que du coup, ça c'est quand même problématique. Et une part, comme il n'y avait pas les moyens de la part des institutions,
Voilà, la décision de se séparer il y en a qui vont se séparer, elle. C'est plus pour, voilà, on n'arrive pas, on est dans la maison, on est une histoire à l'événement, on n'est pas l'histoire à l'événement, que des enfants sont même ça, ça. Du coup, elle a encore plus donné les choses sont possibles, et à ce moment-là, elle fait vraiment une chose avec les différences. Elle a déclenché en fait un besoin du journée, et ça, c'était un bon. Les déjeuners qui sont pile à la salle. Moi, je vais rester pour rester. Madame Attal, vous restez après. Vous allez déjeuner? Oui, très fort. Il vient de sortir extrêmement riche. C'est les grandes choses, mais c'est vrai, ça, je suis pas pour les autos. Quand je est-ce que vous avez mais là, vous avez à la fin de l'équipe, par exemple, les responsabilités, dans une chose de la c'est pas bien. Parce que moi, je pense que ça allait se terminer, je suis jeune, mais c'était pas. Ça n'a pas été. Et là, du coup, là, c'est d'accepter parce que je me suis marquée sur cette association qui est donc maintenant, c'est en même temps, on va marquer sur cette association, j'organise des activités. Vous avez donc, voilà, en même temps, où je peux sur cette activité, il y a des outils qui sont les places qui sont. Je peux souvent, je peux mettre dans la porte, c'est connaissances que j'ai ici. Ça, c'est un problème. Et jamais été j'ai dans cette étude, mais c'est moi, j'ai vu un mec même un livre j'ai motivé les finances. C'est pas bon. Ça se passe sur le mariage, je me sens bien chez nous parce que la plupart de cette Tunis, c'est déjà c'est un but en fait, c'est la par exemple, c'est une image, c'est une image, ça va les hommes, c'est elle qui parle voilà, c'était les filles qui m'avaient dans la rue, voilà, c'est un peu je pense que je suis là. Parce que moi, je suis pas, j'ai dit, je suis restée vraiment, je l'ai rempli, donc je vois, c'est pas, c'est pas mal, c'est qu'est-ce on pourrait risquer, l'ensemble, c'est plus, moi, je suis pas originale des films. J'ai l'impression que je sais pas, c'est le plus facilement. J'avais pas réussi parce que c'est possible, c'est quand même certaines choses. Certains endroits où il y a cette situation dans les livres, je pense que si on fait la sociologie, on va sûrement je sais pas, ça peut faire de postérieur. Voilà, je pense que ça, je pense que c'est bon de l'envoyer à l'étranger. J'ai compris le mec, je suis. Ouais, c'est ça. Après, c'est la part de l'assurance. Je pas. Je vais laisser faire parce que je dis que c'est la l'habitude, mais en fait, en venant, je vais prendre
Comme je suis dans la pénitence, j'ai fait les bandits, c'est la semaine prochaine. Il y a très avant qui savait pas l'échéance. Il a commis son échelle. Il a déjà dans la formation. Il s'est passé, c'est qu'il a déjà commencé. Il est pour la formation. Donc, je suis déjà en contact avec l'objectif. Donc là, je vais montrer sur Internet, et là, c'est mieux. Mais normalement, c'est bien placé. Mais je peux avec un bébé. Donc là, merci beaucoup. Je reste beaucoup. Si vous voulez laisser quelque chose, je ne sais pas. Voilà, vous avez 30 minutes à peu près, c'est 14 heures à peu près. Est-ce que tu normalement, après, est-ce que j'ai vu votre collègue, il y a monsieur qui parle de la Belgique. Oui, ça c'est. Non, 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 ça c'est la tenue, c'est le mandataire, c'est Gabriel Sauzet. D'accord, c'est là, mais on n'est pas. Il y a Sauzet. On le retrouvera, c'est tout. En fait, ça continue, voilà, avec on avait exprès de prendre toutes les questions comme ça. Oui, mais c'est bien parce que finalement, on avait menti. Comme sur les c'est le premier, et ça, c'est la qualité de M. Becker, il a fait maître gardien, des avocats. Et après, un moment, Jean-Baptiste Lepard, il est chef de service à la partie et puis on finira avec l'association. Donc, il est spécialisé en droit du handicap, et donc il va nous parler de tout, parce que finalement, il suffit de après, c'est pas déjà pris par c'est des sujets de l'appel de tutelle, c'est pas oui, c'est des maladies. Voilà. Attention, ça m'a donné. Si on peut rien, c'est le protéger. Je vais juste ah, non. Vous avez bien fait,
J'ai pris des petits, il y avait passé, une générerie.